physique sociale. Alors d'ailleurs, dans les œuvres d'Auguste Comte, au départ, il avait parlé de physique sociale, et puis voilà que Quetelet a publié des livres qui se réclamaient de la physique sociale et qui n'étaient que de la statistique. Et alors Auguste Comte, ulcéré qu'on puisse confondre la science de la société qu'il avait en vue, qu'il avait appelée physique sociale, avec la statistique de Quetelet, a abandonné la physique sociale à Quetelet et a forgé un nouveau terme qui était la sociologie. Mais en fait, dans le fait que Auguste Comte a pris ce terme de sociologie, il y a une forme d'opposition à la statistique, parce que son premier choix, qui était physique sociale, avait été contaminé, beaucoup trop contaminé par l'usage de la statistique. Alors bon, après on pourrait poursuivre en direction de Durkheim, qui lui, à la fin du siècle, aura une position extrêmement intéressante, puisqu'il va à la fois commencer à travailler avec de la statistique et en même temps se rendre compte aussi des limites de la statistique dans la juste appréhension de réalité sociologique, en faisant bien la différence entre l'homme moyen et l'homme collectif. Mais bon, l'homme moyen, c'était ce que visait Adolphe Quetelet par ses statistiques, mais Durkheim définit aussi un être collectif qui ne s'obtient pas par la moyenne des comportements de tous les êtres humains, mais qui est plutôt lié à la conscience que chacun a de la réalité sociale à laquelle il appartient. Pour terminer, je voudrais dire un mot aussi de ce que j'ai juste évoqué en commençant. Je disais qu'aujourd'hui, que la statistique est devenue une discipline mathématique à part entière, extrêmement féconde, et un instrument également extrêmement fécond pour les sciences de la nature, on peut avoir l'impression aujourd'hui que l'omniprésence de la statistique dans les affaires humaines est une extension aux affaires humaines d'une démarche scientifique. Je dis que historiquement, c'était exactement l'inverse qui s'était passé, c'est que la statistique s'est développée d'abord dans le traitement des affaires humaines, en lien avec ce que j'ai essayé d'esquisser, c'est-à-dire le passage d'un mode de vie communautaire à un mode de vie social sous l'effet des deux grandes révolutions politiques et industrielles. Mais ensuite, c'est vrai que la statistique donnant des résultats assez spectaculaires dans le domaine des affaires humaines, un certain nombre de scientifiques vont être tentés d'utiliser la démarche statistique pour traiter des problèmes posés par l'étude de la nature. Et c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle seulement que la statistique va commencer à être une méthode pour les sciences de la nature. Alors dans deux domaines, en biologie, dans l'étude de l'hérédité, des phénomènes héréditaires, et en physique, en cinétique des gaz, lorsqu'on se met à prendre au sérieux l'hypothèse atomique et à essayer de comprendre le comportement global d'un gaz à partir du comportement de toutes les particules qui le composent. Alors l'importance extraordinaire prise par les questions d'hérédité dans le dernier quart du XIXe siècle a été une conséquence directe de la théorie darwinienne de l'évolution, puisque en fondant l'évolution sur les différences entre individus à l'intérieur des espèces, et sans doute que pour formuler une théorie darwinienne, il fallait précisément que certaines conditions sociales soient réunies, c'est-à-dire, vous voyez, ce que disaient Durkheim et Mauss, c'est qu'on pense la nature à partir de catégories qui commencent dans le monde humain. Et il a fallu sans doute cette dissociation du monde humain en individu pour que Darwin puisse penser une dynamique évolutionnaire à partir des réalités individuelles, des mutations qui affectent des individus, sur la fécondité différentielle selon les individus. En fondant l'évolution sur les différences entre individus à l'intérieur des espèces, l'influence exercée par ces différences sur le nombre des descendants et la transmission des traits distinctifs entre générations, la théorie de Darwin accordait une importance cruciale à deux éléments. D'une part, la variation intraspécifique. Tous les individus au sein d'une espèce
ne sont pas identiques, et c'est précisément cette différence entre individus qui va induire l'évolution des espèces, et d'autre part, la transmission des caractères entre les générations. Et pour rendre les choses plus précises, scientifiquement, il fallait que ces deux éléments, variation intraspécifique d'une part, transmission des caractères d'autre part, fussent quantifiés. Et chacun sait par exemple que les enfants ressemblent à leurs parents, mais aussi que les enfants diffèrent entre eux et de leurs parents. Et c'est la grande question que s'est posée Galton, neveu de Darwin, c'est comment évaluer le degré de ressemblance et de dissemblance des générations les unes par rapport aux autres. Et alors que Darwin s'intéressait au vivant en général, Galton, lui, a concentré l'essentiel de son attention sur le domaine humain, ce qui n'a rien de surprenant à vrai dire, puisque c'est d'abord sur le terrain humain que beaucoup étaient avides de mettre en œuvre la théorie darwinienne. Et puis à cela s'ajoutait une circonstance pratique, à savoir que les données concernant les hommes étaient beaucoup plus abondantes et plus faciles à recueillir que pour n'importe quelle autre espèce. Et c'est pour étudier la variabilité et l'hérédité dans les années 1860 que Galton a fait appel à la statistique. Et celle-ci avait l'immense avantage de pouvoir être utilisée indépendamment de toute spéculation sur les mécanismes qui présidaient à la distribution des caractères au sein d'une population et sur leur transmission d'une génération à l'autre. Alors, un traitement statistique était envisageable pour des traits aussi simples et clairement définis que la taille. Alors, Galton s'est rendu compte justement que ça se répartissait au sein d'une population selon une belle courbe de Gauss, et puis après il a établi aussi des corrélations entre la taille des enfants et la taille des parents. Quand vous avez des parents, vous ne pouvez pas en déduire la taille des enfants, c'est impossible. En revanche, statistiquement, vous pouvez avoir des opérations. Plus la population sera grande, plus on obtiendra statistiquement des résultats fiables. Et puis alors évidemment, après, Galton, ce qui l'intéressait vraiment, c'était le génie humain, et ce qui l'a énormément préoccupé. Il a très vite abandonné la taille pour s'occuper de quelque chose qu'il appelait la valeur sociale, qu'il indexait à la place que les gens occupaient dans la société. Et voilà, c'est là que va s'établir un lien très très fort entre ces préoccupations des transmissions des caractères avec le génisme. C'est à la même époque que la statistique mathématique a pris son essor. Jusque-là, l'incidence des mathématiques dans le traitement et l'interprétation des données était demeurée extrêmement limitée. Ce qu'on appelait statistique, c'était essentiellement du recueil de données. Ce n'était pas du traitement de données, c'était du recueil de données. Et c'est seulement vers la fin du XIXe siècle que les premières méthodes mathématiques intéressantes pour le traitement des données vont être élaborées, en particulier par le mathématicien Karl Pearson. Et ce qui est intéressant, c'est que Karl Pearson, qui était un mathématicien, mais ne s'intéressait pas spécialement à la statistique, et c'est Galton qui est allé le voir pour lui soumettre un certain nombre de problèmes qu'il n'arrivait pas à résoudre, et c'est à partir de ce moment-là que la statistique mathématique a pris son essor avec la confection des premiers tests qui sont vraiment un outil essentiel de traitement des données. En particulier, il y avait un problème qui avait été soumis à Pearson par un biologiste, Weldon, qui lui s'était mis à faire des statistiques pour tester la théorie darwinienne sur les petits crustacés. C'est la première statistique qu'on a sur des êtres non humains à la toute fin du XIXe siècle. Mais il était très, très tourmenté par si vous voulez, la validité des conclusions qu'on pouvait tirer de la statistique. Et il avait soumis un problème très intéressant à Pearson. Weldon avait, avec certains de ses étudiants, mis en place une expérience où ils avaient lancé plus de 20 000 fois des dés. C'était, vous savez, au XIXe siècle, on avait peur de rien, quoi. Enfin, voilà, on était capable de se lancer dans des choses comme ça. Et ils avaient noté, alors je crois que plus de 20 000 fois, ils avaient lancé à chaque fois 10 dés, et puis ils enregistraient les résultats. Et puis bon, on se dit que la loi des grands nombres fait que, en gros, les occurrences du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, ça doit, les rapports entre les deux doivent tendre vers 1, ça doit s'équilibrer.
Mais évidemment, on n'a pas, au bout de 20 000 lancés, on n'a pas exactement le même nombre de sorties pour le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, on a des variations. Il a posé une question très simple que pose à Weldon, mais qui est redoutable. Voilà, j'ai des variations entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Est-ce qu'il est plus raisonnable d'attribuer ces variations au simple hasard ou au fait que les dés sont mal équilibrés? Bon. Alors évidemment, si vous lancez 20 000 fois les dés et puis que vous avez 15 000 fois 6, et puis voilà, là, la réponse elle est simple. On va dire, bah oui, voilà, les dés sont certainement mal équilibrés. Si d'un autre côté vous avez bien tout égal, on va dire les dés sont équilibrés. Mais quand vous avez des variations pas si grandes, mais quand même assez significatives, est-ce qu'il vaut mieux attribuer ça au hasard ou au fait que les dés soient pipés? Ben, Karl Pearson va construire un test du qui qu'on connaît aujourd'hui, toujours d'un très large usage, qui est le test du qui 2, qui donne une réponse extrêmement fiable et qui dit que qui dit quelle est la réponse la plus probable à cette question. Donc c'est vraiment à ce moment-là, dans les années 1890, qu'apparaissent les premières méthodes mathématiques vraiment intéressantes de traitement des données statistiques qui permettent d'en tirer des conclusions, si vous voulez, qui ne se limitent pas à la simple lecture des résultats, qui à partir de cette lecture mettent en place un certain nombre de méthodes qui permettent d'en tirer un certain nombre de conclusions. Ce qui est remarquable, c'est que donc Pearson a été sollicité a été mis sur ce sujet du traitement mathématique des données statistiques par Galton et Weldon, des gens qui s'occupaient d'hérédité. Et le lien entre développement de la statistique mathématique et question d'hérédité va se poursuivre tout au long du XXe siècle. Et un des grands noms de la statistique au XXe siècle, c'est un certain Fisher. Et Fisher, c'est aussi un des grands noms de la synthèse néo-darwinienne, la synthèse de la théorie darwinienne avec la théorie génétique. Ça implique le retour de une probabilité, c'est-à-dire que dans la statistique, tu introduis une Exactement. Exactement, tout à fait. Parce que, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, en mathématiques, il y a des départements de probabilité et statistique. Alors, cela étant, quand on va voir à une échelle plus petite, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des départements de probabilité et statistique, il y a des probabilistes et il y a des statisticiens. Les probabilistes qui peuvent faire usage de la statistique et les statisticiens qui peuvent faire usage de probabilité, mais enfin, il y a quand même des sensibilités différentes. Mais il y a forcément un lien, effectivement, entre les deux, parce qu'à partir du moment où on se met à traiter mathématiquement la statistique, les résultats qu'on va obtenir ne sont valables qu'en probabilité. Et donc, effectivement, par exemple, quand on fait un test, Pearson ne va pas dire, bah oui, il vaut mieux considérer que les dés sont pipés ou que les dés sont équilibrés, qu'il y a eu une variation au hasard. Il va dire, il est plus probable avec telle probabilité que les dés sont pipés. Mais évidemment, ça introduit de la probabilité, mais ça vient, si vous voulez, la statistique brute, c'est juste de la collecte de données, donc il n'y a aucun rapport avec une quelconque probabilité. Ensuite, c'est quand on fait du traitement de ces données, qu'on cherche quelle conclusion il est le plus raisonnable d'en tirer, forcément on va introduire une forme de probabilité. Mais ça, Laplace l'avait déjà vu au XVIIIe siècle, parce que, comme je vous ai dit, au XVIIIe siècle, une grande question qui tourmentait les gouvernements, c'était l'évaluation de la population. Et c'était une question politique décisive, parce qu'au XVIIIe siècle, on était déjà complètement dominé par une idéologie de la croissance. Sauf qu'aujourd'hui, la croissance, c'est la croissance du PIB. Au XVIIIe siècle, c'était la croissance de la population. Est-ce qu'un pays était bien gouverné ou non? Il fallait regarder la population. Si la population croissait, le pays était bien gouverné. Si la population diminuait, il était mal gouverné. Comme aujourd'hui, c'est le taux de croissance du PIB qui va faire la différence. Mais donc, les opposants à la monarchie disaient, regardez, on est dans un gouvernement lamentable, et la preuve, c'est que la population décroît tous les jours.
Et puis la monarchie disait, mais pas du tout, la population croît. Mais en fait, pour étayer cette affirmation, la monarchie aurait voulu faire des recensements. Sauf que pour faire des recensements, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas parce qu'il n'y avait pas l'administration qu'il aurait fallu. Il fallait se confier, comme je vous l'ai dit, à des curés qui en général, enfin pour beaucoup d'entre eux, montraient une terrible mauvaise volonté à communiquer leur registre, parce qu'il faut quand même voir aussi que dans la Bible, à un moment donné, David fait un recensement, et après il y a le tiers de la population qui disparaît. Donc en fait, dans la Bible, en fait, les recensements, c'est très mauvais, quoi. Donc, mais recensement, ça vient du latin, et tous les 5 ans, les Romains procédaient à un recensement. C'était d'ailleurs la grande tâche du censeur qui était nommé pour 5 ans. Il devait procéder à ce recensement. Il faut voir qu'à la fin du recensement, eh bien, en fait, toute la population allait ensuite procéder à des sacrifices. Et on voit bien quand même que le recensement, c'est pas... même les Romains qui y procédaient se rendaient compte que c'était quand même une procédure assez dangereuse et qu'il fallait se concilier les divinités pour que ça ne tourne pas mal. Bon, enfin, toujours est-il qu'au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas véritablement faire un recensement général. Alors, comment essayons-nous de procéder? Ben, c'était quand même un certain nombre de registres auxquels on pouvait avoir accès. Et puis, il fallait essayer de déduire du nombre de naissances qu'on pouvait enregistrer, le nombre de la population à travers un multiplicateur. Alors, comment faisait-on pour évaluer ce multiplicateur? Il y avait quand même quelques endroits, quelques localités où on pouvait se permettre de faire un recensement global. Quand on faisait le recensement global, on pouvait voir quel était le rapport entre la population totale et le nombre de naissances au cours de l'année dans cette population. On en déduisait un multiplicateur, et après, on se disait, ce multiplicateur il doit être à peu près le même partout. Et donc, à ce moment-là, avec cette donnée seconde qui sont juste le nombre des naissances, en appliquant le multiplicateur, on a une estimation de la population globale. Et Laplace, c'est parce que c'était une question qui était vraiment politiquement très chaude. Laplace avait été mobilisé par l'Académie des sciences pour réfléchir à cette question-là, donc il avait fait des évaluations, et il avait déjà donné les résultats avec une probabilité indexée sur la taille de l'échantillon dont on avait pu disposer pour